Voilà, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va réaliser une anamorphose en fait. L'anamorphose, c'est ce qu'on a sous les yeux maintenant, c'est une image fixe qui est projetée comme ça dans l'espace et qui, quand on la regarde dans un point fixe particulier, va révéler en fait l'image de départ. Plutôt que de grandes explications, là la séquence est beaucoup plus parlante. On a ce cercle ici qui nous apparaît comme étant en 2D, alors qu'on voit bien que en fait, il est vraiment projeté en 3D comme ça. Donc ça va nous obliger en fait à déjà savoir comment on projette cette image fixe en 3D dans Cinema 4D, et puis après à faire une matière qui soit fluorescente comme celle-ci, faire en sorte que la lumière soit bien gérée, que la fluorescence éclaire les murs, comme on voit que c'est le cas ici. Ensuite, de quoi on va devoir faire notre rendu. Comme le rendu sera assez lourd, on va utiliser TeamRender, qui est un moteur de rendu partagé. Donc je vais pouvoir comme ça utiliser plusieurs machines plutôt qu'une seule, on va plus vite pour le rendu. Et puis finalement, on travaillera dans After Effects pour faire l'aller-retour, parce que là, l'aller et le retour sont exactement identiques, mais en sens inverse, ce qui me permet d'économiser la moitié du temps de calcul, en fait, simplement pour se gagner du temps, quoi. Voilà, on commence tout de suite. Voilà, la première chose à faire, c'est déjà de prendre connaissance de notre modèle. On a ici une scène qui est typique en fait d'une gare de métro avec les deux rails à gauche et à droite. Si je regarde ici avec les lignes cachées, le nombre de polygones, on voit qu'on a relativement peu de polygones, même très peu de polygones, ce qui est très pratique pour le jeu. Dans le jeu, moins on a de polygones et mieux on se porte. Et pour vous dire encore que j'ai acheté ce modèle sur TurboSquid, qui est un site de partage et de vente de modèles 3D en fait, qui nous permet de pouvoir nous lancer directement en fait dans le travail d'anamorphose qu'on a envie de faire ici. Alors la première chose à faire maintenant, ça va être de décider précisément à partir de où en fait on va faire notre anamorphose. Quel sera le point, le centre d'intérêt qui fera que notre cercle sera parfaitement reconstitué, notre forme sera parfaitement reconstituée. On va se dire que c'est ici. Pour ça maintenant je vais me créer une caméra que je vais me dépêcher d'appeler Beamer, voilà, qui va servir pour projeter justement cette image. Si je clique dessus, je regarde à travers. Si je clique dessus, si c'est pas blanc, je regarde pas à travers, et ça me permet de pouvoir vous montrer que le Beamer est bien ici. On le voit là, qui projette comme ça. Quelle image est-ce qu'on va projeter? Si je regarde maintenant dans Photoshop, j'ai préparé une image avec un cercle relativement fin, avec assez peu de blanc finalement dans notre image. Le but étant d'éclairer le moins possible quand l'image sera fluo. J'ai remarqué simplement que c'était plus efficace quand il y avait moins de lumière qui était projetée. Maintenant, dans Cinema 4D, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Une nouvelle matière. Ça, c'est toutes les matières, hein, on a dit, de notre scène de métro. Je clique ici, je me crée une nouvelle matière que je vais appeler simplement cercle. Voilà, je double-clique. Et puis je vais y mettre mon image de cercle. Pour ça, comme pour l'instant on va pas forcément s'occuper tout de suite que ce soit une couleur fluo, je vais mettre ça sur le canal couleur, texture, charger une image, et je vais aller chercher dans map ici. Il s'appelle cercle 3, c'est celui-ci, voilà. On voit que ça fonctionne bien, que mon image qui représente un cercle va bien être projetée ici. Maintenant, si je regarde un petit peu mieux, je vais peut-être refermer ma fenêtre ici provisoirement, si je regarde un petit peu mieux ici comment j'ai organisé les choses, j'ai groupé en fait un groupe ici avec le train. Est-ce qu'on arrive à le choper comme ça? Ouais, peut-être tout juste. Ouais, je vais peut-être me mettre sur une autre vue pour vous montrer. Voilà, si on fait comme ça, on voit que le train pourrait être animable si on a envie. Et puis le reste, c'est tout le reste. Et si je développe, j'ai encore fait une nuance entre le sol et vraiment tout le reste, parce que ce sera assez pratique de pouvoir gérer le sol différemment si on veut par exemple faire en sorte qu'il y ait un reflet particulier ou ce genre de choses. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est tester sur le sol et faire en sorte que ma matière soit bien adaptée sur le sol. Alors je reprends cette matière, je lui balance la matière cercle dessus. Elle arrive ici. À droite, vous vous souvenez que tout ce qui est à droite, c'est par-dessus, donc c'est la dernière couche. Ça, c'est la couche du dessous, et plus ça va à droite, plus c'est dessus. Je vais la mettre là. Hein. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour l'ordre, je la mets ici. On voit par contre que ça ne fait pas du tout ce qu'on veut. C'est répéter, en fait, les cercles par-dessus. Il n'y a pas du tout d'anamorphose, donc il faut qu'on arrange ça. Je sélectionne donc ma matière ici, et puis j'avais baissé ça, il faut que je le remonte.
On a maintenant les paramètres, on pourrait dire ici en bas à droite, de comment c'est projeté ici. Et là, en fait, les seules choses qu'on doit faire, c'est dire que le type de projection ici n'est pas UVW, mais projection par caméra. Tac. Il va nous dire, ok, mais quelle caméra? Eh ben, c'est le beamer qui est là. Hop. On voit déjà qu'ici, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un cercle. Évidemment, qui n'est pas complet ici, parce que toutes ces matières n'ont pas encore reçu, tous ces objets n'ont pas reçu la matière noire qui est ici. Il n'y a pas que le sol qu'il a pour l'instant. Et puis par contre, ce qu'on devine un tout petit peu ici, c'est qu'il y a une répétition du cercle. Donc il ne faut encore pas oublier d'enlever la répétition qui est cochée. Clac, voilà. Et comme ça, on voit qu'on a vraiment notre image. Si je tourne un petit peu autour, on comprend mieux pourquoi il y a un angle ici. C'est vraiment la projection de mon cercle, simplement. Et de nouveau, si je clique pour l'instant sur le beamer ici, que je regarde exactement à travers le beamer, on a ici notre cercle qui est projeté. Qui n'est pas tout à fait juste d'ailleurs, parce que ici on voit que le cercle est légèrement ovale. De quoi ça vient? C'est que en fait, lui s'attend à avoir un format qui est le même que le format 16:9 qui est ici par défaut. Or mon image, c'est une image carrée. On voit ici, on peut retester si jamais, image, taille de l'image, et on voit qu'ici on est bien en 2048-2048, c'est un carré parfait. Donc, qu'est-ce que je dois encore régler ici? C'est dans l'aspect du film, autrement dit le rapport entre largeur fois largeur divisé par longueur. Sur un carré, ça fait 1. Ben, ici, je dois mettre 1. Voilà, simplement. Tac. Voilà, maintenant, je vois que j'ai un carré qui est beaucoup plus juste. Comme on a dit tout à l'heure, ben, simplement pour l'instant, le problème encore, c'est que il va falloir que je l'applique à tous ces objets qui sont ici. Ce que je vais faire maintenant, alors pour ça, moi j'ai cette méthode, ce qui n'est pas très rapide. Je passerai en accéléré, vous verrez. La première méthode, c'est de mettre cette matière sur le tout. Puis normalement, ça devrait pleuvoir en cascade sur tous les objets, mais il se trouve déjà, ça le fait pas, c'est pas très agréable pour nous. Je pense que c'est le même principe que les CSS, en fait, où les sous-éléments gagnent sur les éléments. Quoi qu'il en soit, il y a une méthode qui va nous simplifier la vie déjà, au moins pour pouvoir dupliquer notre matière sur tous les objets, c'est de faire bouton de droite ici, et de faire copier la propriété sur les sous-objets. Si je l'active, on voit que maintenant, si je développe, ça c'est tous les objets de ma scène, maintenant ils ont tous la matière noire. Hélas, la matière noire, elle est tout à gauche, donc elle est par-dessous toutes les couches, et là, je vais devoir me taper de toutes les remettre à droite, et pour cette raison, je vais passer en accéléré. Je vais encore juste enlever ces matières-là qui nous servent à rien, qui sont sur les objets nuls, mais par contre, ici, pour chacune, il faut que je les mette, comme j'ai dit, tout à droite, raison pour laquelle je vais passer en accéléré maintenant. Je vous retrouve après. Voilà, là j'ai fait toutes mes modifications, je crois que j'ai oublié personne. On voit que du coup le cercle est complet ici. Il me reste peut-être un petit truc à faire aussi par rapport à la lisibilité. On voit que c'est très pixelisé. Si je double-clique sur ma matière et que je vais dans Vue, ici j'ai taille d'aperçu des textures, je vais mettre la taille que j'ai, réelle, 2048 par 2048, puis comme ça j'ai un cercle plus net. Ça ne me sert vraiment que au display. Si je fais un rendu, ça va strictement rien changer, j'aurai de toute façon eu la qualité maximale, mais au moins comme ça, j'y vois un petit peu plus clair. Je sors du beamer, et je peux voir que maintenant j'ai effectivement déjà mon anamorphose qui est relativement prête, et ça fonctionne pas mal. Maintenant on a un petit problème, c'est que quand on regarde, là je suis en train de regarder vraiment à la place du beamer, donc l'endroit idéal où je devrais voir le cercle parfait. Le cercle est parfait, mais il est un petit peu coupé toujours en dessus et en dessous en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est régler le format en fait d'export déjà dans ces 4D. Il se trouve que ici on est en 1920-1080 et ce qu'on voulait faire, c'est du 1080 par 1080. Voilà, comme ça. Donc on est dans un format carré cette fois-ci, et du coup comme ça correspond au format carré ici de mon image, mon map que j'ai mis là-dessus, mon cercle va avoir une apparence beaucoup plus correcte, quoi. Et puis ce que je pourrais même faire, parce que pour l'instant mon beamer je ne me suis pas encore vraiment parfaitement déterminé sur comment il sera, je pourrais le déplacer encore un petit peu, c'est comme si vraiment j'étais en train de régler le beamer maintenant, puis admettons que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus sur le plafond, puis surtout sur cette colonne, celle-là, voilà, comme ça je suis content. Alors pour me prémunir de faire un déplacement du beamer sans le vouloir, parce que le undo n'est pas actif en fait sur les caméras, ce que je vais faire ici, c'est me dépêcher de faire
de mettre une propriété de rigging qui est la propriété protection. Et si je fais ça, je peux faire tout ce que je veux. Là, je suis maintenant en train d'essayer de déplacer la caméra. Il ne se passe plus rien grâce à cette icône. Aussi longtemps qu'elle sera dessus, je ne pourrai pas la bouger. Si je fais ça, je peux la bouger. Bref, c'est vraiment très très pratique. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir un rendu qui soit quand même un petit peu meilleur que ça. Pour l'instant, si je fais un rendu de toute ma scène, eh ben, j'ai vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du noir qui est peint, du blanc qui est ici peint dessus. Moi, j'ai envie d'avoir juste une zone un petit peu foncée ici, et tout le reste qui est des couleurs normales. Donc je vais devoir reprendre ma matière ici, aller un petit peu plus loin maintenant. Et puis, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de mettre mon image sur la couleur, comme j'ai mis au début, en fait, je vais la mettre sur la transparence, qui est l'alpha. Attention, pas la transparence qui est ici, vraiment l'alpha hein, qui est là comme ça. Alors, on va le faire. Je pourrais aller recharger mon image. Il se trouve qu'ici, si je fais dans couleur, copier le canal, c'est-à-dire qu'il va me copier tout ça. Je peux après effacer cette zone-là. Je vais dans alpha, hop, et puis là, je vais faire coller le canal. Et c'est exactement la même image qui vient là. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Eh ben, j'ai, on va dire, cette couleur-là qui est blanc, gris très clair, mais par contre qui va être visible que dans la zone blanche de mon alpha, ici. Okay, donc ça me permettra d'ailleurs, quand je voudrais tout à l'heure faire en sorte que ce soit fluo, de mettre, admettons qu'on voudrait que ce soit un vert fluo, eh ben, de mettre une couleur verte, eh ben, tout ce qui va passer dans le blanc de l'alpha ici, c'est comme un trou, en fait, va être vert. Voilà, c'est vraiment ça le principe. Et puis nous, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'une couleur fluo, quand il fait vraiment jour, en fait, elle ne produit pas assez de lumière pour qu'on la voie. Donc moi, admettons que ma couleur, je vais plutôt la faire dans les orangés, comme ça. Donc je vais me faire une couleur un petit peu brune, voilà, comme ça. Comme si c'était la couleur vraiment quand la peinture fluo est éteinte, hein, finalement. Ok, là on a vraiment l'impression que c'est un cercle 2D, hein, mais si je quitte ma caméra, de nouveau, si je quitte le beamer, je vois que j'ai vraiment mon anamorphose qui fonctionne. Et on peut vraiment s'imaginer que ces lignes peintes seraient fluo quand on éteint les lumières. Alors là peut-être aussi j'ai besoin d'une deuxième caméra assez rapidement, ça va être ma caméra vraiment de rendu. Donc pour ça, je vais me créer une nouvelle caméra, mais comme ce que j'ai envie, c'est d'arriver à un moment donné pile poil ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais la créer une deuxième, justement à cet endroit-là. Tac, je la crée, ça c'est ma caméra ici, et puis je vais profiter, vu que je suis au bon endroit, pour sauver une clé au bon moment ici. Là j'ai 250 frames que j'ai prévu pour ma séquence, et puis on va se dire que je vais aller tout à la fin justement, pour me dire que je vais sauver une clé quand tout sera correct ici. Alors, caméra sélectionnée, j'enregistre une clé ici de position et de rotation, ça marche, et puis je vais mettre après, ici tout à gauche, oui on voit que le train est animé, j'avais fait un test avec le train animé, il faut encore que j'enlève cette animation tout à l'heure. Bref, je me mets ici à la frame 1, et puis je vais déplacer ma caméra cette fois-ci, ah oui là je vois toujours avec le beamer, il faut que je mette ici en mode caméra. Vous voyez qu'ici, hein, si j'avais pas eu cette icône là de protection, j'aurais bougé le beamer en fait, hein, donc c'est vraiment très très utile. Bref, je sélectionne la caméra, maintenant je bouge le beamer, et puis alors je ne sais pas quel mouvement j'aurais envie de faire, peut-être on pourrait démarrer peut-être depuis ici, admettons, ouais peut-être comme ça on voit pas mal de tout ce qui va être phosphorescent. Je sauve une clé, et puis voilà, j'ai mon animation qui fait ça, hop, hop. Ok. Alors, si on clique sur Play, on voit que par défaut, c'est pas comme dans After. Hein. Par défaut, il y a une petite accélération, une petite décélération, mais moi j'ai assez envie de l'exagérer un petit peu et de faire qu'il y ait une lente accélération au début, lente décélération après. Donc je vais ici, je clique sur le petit carré à l'envers là pour obtenir mes courbes d'animation. Je l'ouvre ici, je vais sur les courbes d'animation. Et puis, c'est pas le train, ici c'est la caméra. Bah tiens, ici je vais pouvoir supprimer, c'est ce que je voulais faire avant, hein, supprimer toutes mes clés pour le train. Hop, je les sélectionne, je les vire, ça mon train bouge plus. Puis par contre, si je prends maintenant chacune de mes courbes, elles sont des fois invisibles, tellement enfin plates, tellement elles ont des échelles différentes. Là, le raccourci c'est H, un raccourci qui nous permet de pouvoir les avoir en entier. Et puis ben, simplement, ici je pourrais exagérer les tangentes hein, pour que j'ai vraiment une accélération, décélération qui soit plus forte. Si je veux que ma tangente soit parfaitement plate, j'ai ce raccourci là, clac, pour que ce soit pratique. Là aussi je vais mettre en accéléré pour gagner un petit peu du temps.
Voilà, à savoir que c'est pas vraiment idéal comme déplacement de caméra parce que en fait, si on voulait faire une trajectoire, on aurait bien meilleur temps de faire une trajectoire avec une spline, en fait un vecteur, puis après dire à la caméra d'être attachée à ce vecteur. Le problème, en fait, c'est que si on faisait comme ça, on n'aurait pas forcément la certitude d'être exactement, mais au degré près, à la position près, au millimètre près, là où il faudrait pour regarder le cercle de manière parfaitement 2D si on veut. Donc on est un peu obligé de s'en satisfaire. Là, je vois ma clé n'est pas à 250, voilà. On est obligé de s'en satisfaire, et ma foi, on va faire avec. Mais c'est la raison pour laquelle je ne mets pas plus que 2 clés. Si on commence à mettre plus de clés à l'intérieur, ça deviendrait vraiment problématique. Je clique sur Play pour voir. Voilà, je trouve que le mouvement est relativement fluide, ça va le faire. Là, on ralentit, hop, et tac, et on est dessus. Hein. Et puis, je rappelle que le but, c'est de faire un mouvement aller-retour après, hein, qu'on puisse vraiment comprendre comment fonctionne notre scène dans le passé en aller-retour. Voilà, la prochaine étape, ça va être de placer des lumières quand on est en plein éclairage. Je vais volontairement passer un petit peu vite là-dessus parce que c'est pas le sujet du tuto. Pour ça, je vais peut-être me prendre des lumières points en fait. Simplement que je vais placer un peu ici, comme si on avait des lumières qui étaient ici le long de notre quai. Je vais juste par contre au préalable, avant de faire du copier-coller, lui dire qu'on aimerait qu'elle porte des ombres. Ceci dit, vous savez qu'on ne peut pas voir dans le display ici comment ça se passe avec les ombres. Donc du coup, je vais appuyer sur Alt-R et du coup, il me fait ici un preview interactif. C'est-à-dire que j'aurai plus besoin de cliquer sur commande R à chaque fois pour faire un rendu. Hein. Ok, donc maintenant, je viens ici et puis effectivement, je vais dupliquer. Je vais en mettre une ou deux. CTRL hein, pour pouvoir dupliquer. Hop, encore une. Tac. Et encore une ici. Hop. Une là, tac. Voilà, comme ça on a un éclairage qui est relativement cohérent avec les ombrages ici qui correspondent aux colonnes. On va laisser ça comme ça. Ce que je vais aussi rajouter, c'est pour un souci de meilleure qualité, c'est l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Ça, si vous ne savez plus ce que c'est, je vous rapporte au tuto que j'ai déjà fait sur le sujet, qui se trouve ici dans les paramètres de rendu et ici dans Effets. On a ici illumination globale que je vais me dépêcher de mettre ici sur aperçu intérieur, aperçu surtout pour que ça aille plus vite parce que ça c'est vraiment très très gourmand en quantité de calcul. Pour vous la faire court, ça va faire en sorte que la lumière va envoyer comme des photons qui vont ricocher à gauche à droite et on devine qu'ici c'est moins sombre qu'avant en fait. Hein, la lumière fait de la lumière indirecte comme ça existe en vrai. Et puis j'ai dit encore l'occlusion ambiante ici. Ce qui est en anglais c'est tout en haut, hein, c'est par ordre alphabétique. Voilà, et puis l'occlusion ambiante qui, elle, permet d'avoir ces petits ombrages comme ici. Bon, là, on a vraiment un rendu de mauvaise qualité. Je pourrais l'augmenter un petit peu là quand même qu'il est interactif. C'est ces petits ombrages comme on a ici et là, par exemple, qui vont faire que les objets ont beaucoup moins l'impression de flotter sur le sol. Ok, donc là j'ai mon éclairage qui est relativement correct. Vous vous souvenez que j'ai fait mon animation, on va se dire qu'on est content avec ça. Ouais, là ça marche pas mal, j'ai mon cercle au milieu. Je fais juste un petit test encore pour voir comment c'est avec le rendu interactif. Comme ça, donc il est complètement pourri, hein, c'est normal, vraiment ça n'a rien à voir avec le vrai rendu qu'on fera tout à l'heure. C'est marrant, par hasard, on est pile à la ligne d'horizon de cette ligne-là, c'est pas mal d'ailleurs, ça fait un truc un peu géométrique 2D. C'est assez intéressant. En tout cas, on va se dire que là, on a franchi une étape. Maintenant, on va essayer de passer à la suite et de rendre ce cercle fluo et de préparer la scène de nuit. Alors, pour le calcul de la scène de nuit, en fait, j'aurais deux solutions. La première, vraiment très basique, ça pourrait être de sauvegarder maintenant ma scène sous un nouveau nom, de garder celle-ci, vu que l'animation, on va se dire qu'elle est terminée et qu'elle est correcte comme ça, et puis de changer tous les paramètres de matière que j'ai posés sur mon cercle pour que ce soit fluorescent, en même temps éteindre les lumières, refaire un nouveau calcul, et puis faire deux séquences différentes et ça marcherait. Le problème, c'est que si tout d'un coup on se dit ah ouais mais c'est quand même dommage parce que mon animation elle pourrait être un petit peu différente, ou je sais pas, j'aimerais rajouter un objet au milieu, ou je Dieu sais quoi d'autre, il faut qu'on puisse se laisser cette marge de manœuvre là. Et ben pour ça, en fait, on va utiliser une nouvelle technique qu'on n'a encore jamais vue, qui sont les prises. Les prises, c'est ce qui est visible ici dans cet onglet, à côté de l'onglet objet. Et en fait, c'est un truc hyper puissant en fait. Le principe, c'est qu'on va pouvoir garder notre même scène, mais par contre, tout rediscuter, tout ce qui est matière, rendu,
paramètres d'objet, tout peut être redéfini pour une prise particulière. Donc ça veut dire qu'après je pourrais faire un rendu, en gros, de jour, enfin, avec l'éclairage complet, un rendu de nuit, puis je pourrais encore en faire un troisième, et puis un quatrième. Tout d'un coup, pourquoi pas un rendu où je pourrais lui dire, je sais pas moi, le sol est ciré, il est super brillant, un autre rendu où les murs ici sont jaunes, enfin voilà, tout plein de choses qu'on pourrait contredire à chaque rendu. Ça serait vraiment très pratique. Mais ce qu'on va faire pour commencer, c'est vraiment s'assurer que dans les paramètres de rendu, tout ce qui va être en commun dans les deux prises vont déjà être là. Donc 1080 par 1080, ça c'est déjà bon. On va rester en 30 images par seconde. Par contre, de la frame 1 à 1, ça ne marche pas. On va faire de la frame 1 à 250. C'est malheureusement pas comme dans After Effects. Ici, on doit vraiment lui dire quand on veut faire une séquence animée, sinon il fait qu'une seule image fixe. Le nom du fichier va dépendre de la prise, donc ça je vais laisser tel quel. L'anti-aliasing, je vais laisser sur géométrie pour l'instant. Vous aurez intérêt à mettre sur au mieux si vous voulez des calculs vraiment très très bien. Illumination globale aussi, je vais pour l'instant laisser tel quel. Et puis je vais pouvoir attaquer ces prises. Alors, j'enlève peut-être juste le rendu interactif, comme ça on n'est pas dérangé. Et comment ça va se passer? En fait, c'est comme les CSS, on pourrait dire ça comme ça. J'ai une prise principale sur laquelle on a travaillé jusqu'à maintenant. Et si maintenant je clique sur plus ici, je vais avoir une nouvelle prise qui va dépendre en fait de cette prise principale. Je vais pouvoir la renommer. Là, je vais l'appeler nuit par exemple. Celle-ci, prise principale, je crois que je vais la laisser nommer comme ça, c'est quand même plus logique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme les caméras. Si je clique là-dessus, maintenant je suis en train de travailler sur la prise principale et ici sur la prise nuit. Alors ça, c'est super casse-gueule au début, parce que si on se trompe, alors ça va être un foutoir pas croyable. Il faut vraiment être conscient à chaque fois de sur quelle prise vous bossez. Moi, évidemment, maintenant j'ai envie de travailler sur la prise nuit, donc je clique là-dessus. Du coup, je quitte et je viens ici et vous allez voir comment ça va se passer. Première chose que j'ai envie de faire, c'est de couper les lumières, en fait, parce que vraiment le but de la phosphorescence, c'est qu'il n'y ait plus aucune lumière. Donc je vais prendre ma lumière 4 pour vous montrer. On voit que maintenant tous les paramètres ici sont grisés. Il n'y a plus aucun qui est vraiment modifiable. Nous, celui qu'on aura envie de bouger, c'est l'intensité, la mettre à 0. Mais si je veux le faire, c'est faire bouton de droite et aller ici dans Substitution. Substitution, je pense que c'est override, j'imagine pour ceux qui l'ont en anglais. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, il me permet de le bouger, ce paramètre. Là, je vais le mettre à 0. Et en fait, je vous montre tout de suite le truc, c'est que si je reviens dans la prise principale, regardez bien le paramètre ici, hop, tac, il se remet à 100%. D'accord? Donc vraiment, mais ça c'est fabuleux, quoi. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, de tout changer en fonction des prises qu'on va faire, tout en pouvant continuer à bouger l'animation. Parce que si je change ma caméra, en fait, ces deux paramètres, ils sont pas du tout affectés par l'animation de la caméra. Donc je pourrais tout à fait lancer le rendu, relancer le rendu de la prise principale et du rendu nuit. Bref, on va faire ça maintenant pour toutes mes lumières. Alors je ne sais pas si là je peux le faire avec plusieurs objets en même temps. Là dans le doute, je vais faire, j'en ai pas tant que ça, je vais faire mes lumières à la suite comme ça. Voilà, donc là il fait nuit. Et si je fais un vrai rendu, ouais, je vais te reprendre de nouveau mon rendu interactif, on va voir qu'il fait complètement nuit. Il faut vraiment qu'on ait au moins une lumière à intensité 0 pour qu'il fasse nuit. Hein. Si j'enlevais complètement mes lumières, en fait le problème c'est qu'il mettrait la lumière par défaut, donc on verrait la scène normale. Hein. Il fait complètement nuit, c'est normal, donc maintenant j'ai envie que ma matière cercle ici soit fluorescente. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit aussi faire des substitutions. Hein. Si typiquement l'intensité, là, si je voulais faire une substitution, ce serait aussi possible. Et ce que je dois faire, c'est changer de canal, en fait. Ce que j'avais mis sur la couleur avant, qui était la couleur grise, en fait, je dois le mettre maintenant sur la luminescence. Bref, je dois ici allumer la luminescence. Donc, substitution, je la coche. Je ne pourrais pas la cocher sinon. Hein. Et puis maintenant, ici, alors qu'est-ce que je vais devoir changer? L'intensité, ouais, peut-être que je vais devoir la changer après, hein, peut-être que je vais devoir la baisser un petit peu, je la mets déjà comme ça, mais surtout la couleur, j'ai envie de la modifier, de la mettre sur, on avait dit, un espèce d'orange, comme ça. Voilà, puis là maintenant on voit qu'il calcule tout ça, et on voit que l'illumination globale joue bien son jeu, hein, on a ici
l'éclairage secondaire par lancer de photons qui fonctionne bien. Allez, dernière fois que je vous montre, hein, mais juste pour vous montrer le truc, si maintenant je remets sur la prise principale, j'ai de nouveau l'éclairage complètement de jour, avec les paramètres du cercle, de lumière de jour, etc. Et si je remets sur nuit, eh ben, il rebalance automatiquement tous les paramètres sur nuit. Très bien, si maintenant je bouge, on va commencer à pouvoir voir et vraiment à bien régler nos paramètres pour que ça puisse fonctionner. Là, peut-être que je trouve effectivement que la phosphorescence est un petit peu trop forte. Bah, comme j'avais mis la substitution sur l'intensité, je pourrais la baisser un petit peu. Voilà, donc du coup là, c'est un peu moins fort, un petit peu trop. Bref, après, il y a plein de petits réglages à faire comme ça que vous pourrez faire chacun. Dans les réglages aussi de l'éclairage de nuit, chose qui est pas mal, c'est d'aller dans les paramètres de rendu et puis de travailler sur les paramètres d'illumination globale eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure j'étais avec le pré-réglage aperçu intérieur, vous vous souvenez pour que ce soit plus rapide, je vais maintenant mettre en intérieur aperçu petits illuminants et puis la profondeur maximum ici je vais la mettre à 1, peut-être 2. Qu'est-ce que ça fait pourtant que j'ai bien compris, c'est qu'en fait les photons vont pas rebondir autant dans la scène, ils vont peut-être rebondir qu'une seule fois, et en fait je trouve que ça correspond plus à ce qu'on pourrait avoir avec quelque chose de fluorescent en fait, parce que ça va jamais éclairer toute la scène. Au passage, je vois, alors ça c'est typique des allers-retours qu'on doit faire, là du coup je trouve que c'est un petit peu moins fort, donc je dois retourner dans ma matière, augmenter l'intensité, pour que ce soit un petit peu plus fort. On peut même jouer un petit peu plus subtil, parce que si maintenant c'est plus fort, cette zone-là, elle fait presque un peu néon, ça me plaît pas trop, je vais la laisser assez faible. Par contre, si j'ai envie qu'elle illumine plus par les photons, je vais juste laisser le calcul se faire, hein, voilà, qu'on voit plus là-dedans. En fait, il faut savoir que dans illumination, ici, j'ai ce paramètre générer l'IG, donc l'illumination globale, que je dois aussi substituer comme ça, et que je peux ici substitution nouveau ici, tac, que je peux doper en fait. C'est-à-dire que si maintenant ici je mettais 200% par exemple, eh ben, la même couleur va plus envoyer de photons, en tout cas les photons seront plus réactifs on va dire. Donc j'ai toujours ma lumière pas trop forte ici, mais par contre plus de lumière visible. Donc pensez à ce canal illumination là, si jamais. Voilà, on va se dire que notre scène de nuit est prête. Je vais repasser du coup avec ma prise principale, comme ça. Attention, là je viens de me tromper, il ne suffit pas de faire comme ça, il faut vraiment que le carré blanc soit activé. Et je retrouve du coup toutes mes valeurs en plein jour. Voilà, et on va dire que la toute petite modification que j'ai encore envie de faire, c'est que comme on est dans un éclairage artificiel, les néons généralement ils font plutôt une température de lumière qui vont donner une impression de lumière un peu verte. Donc je vais un petit peu reprovoquer ça, là c'est un petit peu extrême peut-être, mais juste pour réobtenir cet effet un petit peu froid, que ça contraste avec la fluorescence jaune-orange comme ça de tout à l'heure. Voilà, comme ça me convient pas mal. On peut passer à la suite. La prochaine étape, ça va être d'exporter ces séquences, de les calculer en fait. Donc là, je prends la barre de dialogue des réglages de rendu. Le petit problème, si je passe d'une prise à l'autre, ici, en fait, le nom de fichier ne change pas. Donc, c'est-à-dire qu'il écraserait une séquence sur une autre, ce qui ne marche pas du tout. Alors, je vais commencer par régler le dossier en fait d'export en fait de ces séquences. Pour ça, je vais aller dans mon dossier ici. Puis moi, l'habitude que j'ai, c'est de créer un sous-dossier ici que je vais appeler rendu. Voilà, et puis je double-clique dedans, et puis là je vais l'appeler juste par le nom du projet un petit peu court, Phosphos, comme ça, enregistré. Et puis, c'est-à-dire que maintenant, les deux auraient le même nom toujours. Par contre, ce que je vais rajouter ici, c'est, avec la petite flèche, une variable. En fait, ça c'est super pratique. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter à votre nom de fichier l'image, le nom pardon, de la caméra, l'heure à laquelle vous avez fait le rendu, moteur de rendu, enfin, etc., etc. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le nom de la prise. On voit que c'est simplement $take. Hein, si vous n'avez pas cette petite flèche-là, il suffit de mettre $take. Et puis, en fait, ça va s'appeler genre Phosphos, prise principale, Phosphos, nuit, etc. Au passage, ici, prise principale, je vais peut-être l'appeler éclairage quand même, pour que ce soit plus clair, et surtout pour qu'il n'y ait pas d'espace, parce que prise principale, l'espace au milieu, je ne sais pas comment il va gérer ça après. Donc, on va le faire comme ça.
Voilà, ici du coup, là on est prêt et on pourrait déjà lancer un calcul ici en allant dans rendu et puis en prenant ici, non pas rendu dans le visualiseur, mais prise, et ici rendu de toutes les prises dans le visualiseur. Donc là si je fais ça, on va voir ce qui se passe, voilà, là il le lance. Effectivement, ça s'appelle phosphos éclairage. Puis il calcule la première image, il va faire la seconde, la troisième, etc., etc. Là, on va pouvoir s'arrêter là. Et je vais vous montrer comment faire maintenant pour ergonomiser tout ça. Parce que là, maintenant, les calculs sont relativement longs. Hein. On voit qu'il est parti pour 250 images comme ça. Il se trouve que moi, j'ai un autre ordi à côté, en fait, sur lequel j'ai aussi installé Cinema 4D. Et ça me permet de vous montrer comment on peut faire du calcul partagé en réseau. Avec plusieurs ordis, de manière très très efficace et très rapide. Comment ça se passe? Je vais ici dans rendu, j'ai ici machine TeamRender, et j'ai la liste des machines qui sont connectées à TeamRender pour l'instant. Alors, juste maintenant, j'ai machine locale, c'est ma machine ici, rien d'autre, donc il faut juste qu'on voit comment on fait pour les connecter, c'est vraiment très facile. Là, je vais dans édition préférences générales, et j'ai ici moteur de rendu TeamRender. Voilà, TeamRender est désactivé pour l'instant, je vais l'activer. Et puis, alors vraiment 3 choses à régler seulement. Le nom de l'ordi, bon voilà, Wacom Crystal, je vais laisser comme ça. Le jeton de sécurité, c'est ce qui va me permettre d'être reconnu par quelqu'un d'autre. C'est une espèce de mot de passe en clair, on pourrait dire ça comme ça. Moi, ici, je vais mettre l'ALA39, admettons que ce soit ça mon jeton. Le port, c'est pour des questions de sécurité, enfin ça c'est les ports propres aux couches ISO des ordis. On va laisser à 5400 ici par défaut. Ce qui est surtout important, c'est que les autres machines sur lesquelles vous allez régler ces paramètres-là, en fait, partagent ces mêmes 3 paramètres, hein, finalement. Enfin, pas celui-ci, bien sûr, pas le nom de la machine, mais par contre, ces 2 paramètres, le jeton et le port. Ok, là, je vais fermer, et puis, par acquis de conscience, je regarde de nouveau, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'il ait oublié les paramètres, là il les a pas oubliés. Maintenant, alors là j'ai pas sous les yeux, ma caméra filme que le PC sur lequel je bosse, il faudrait que je puisse vous montrer le Mac qui est à côté, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le PC ici, admettons que maintenant on soit sur le Mac. Pour lancer TeamRender client comme on appelle, il suffit d'aller sur dans le dossier application, du coup, si vous êtes sur Mac, hein, prendre ici la bonne version de Cinema 4D. Au passage, il faut vraiment l'exacte bonne version, vraiment mais à la virgule près, hein, pas seulement 2023, mais 2023.1, etc., etc. En tapant simplement maxon.net, en mettant vos coordonnées qu'on vous a données, et puis login mot de passe, et puis du coup vous avez toujours la toute dernière version à télécharger. Il va vous le dire hein, si c'est pas la dernière. Et bref, après ce que vous allez faire, c'est lancer TeamRender client. Tiens, on va voir s'il arrive à ouvrir les deux en même temps, peut-être. Voilà, donc là il me demande d'autoriser l'accès pour un pare-feu. Là je mets oui bien sûr parce que je sais ce qu'on est en train de faire. Voilà, et ici on a TeamRender. C'est marrant, il arrive à ouvrir les deux. Donc si vous avez bien suivi, cette fenêtre-là, c'est vraiment la fenêtre qui serait le client, donc sur un autre ordi, celui que vous voulez utiliser comme source de calcul, quoi. D'accord? Alors ici, c'est un espèce de Cinema 4D hyper light. La seule chose que vous avez à dispo ici, en fait, c'est les préférences générales. Voilà, qui s'ouvre ici, directement sur TeamRender. Et puis ici, alors on voit par exemple que c'est toujours les paramètres par défaut qui sont là. Là, vous auriez par exemple le nom de l'ordinateur distant sur lequel vous allez travailler. Moi, typiquement, l'ordinateur distant, chez moi, il s'appelle iMac simplement. Ici, on devrait mettre de nouveau le jeton, donc de nouveau l'ALA39, 5400 pour être sur le même port que l'autre. Là, bien sûr, je ferme, hein, parce que tout ça se passe sur un ordi distant. Là, c'était juste pour vous montrer la chose. Hein. Ok, maintenant que j'ai fait tout ça, il va s'agir encore de connecter la machine distante. Pour ça, je vais dans Machine, ici, Ajouter machine. Et normalement, si tout se passe bien, vous n'avez plus qu'à taper le nom de votre ordi, 2 points, ça c'est toujours la même chose, c'est pour les ports, hein, 5400, et puis il va le chercher. Jeton de sécurité, c'est bon signe, le même jeton de sécurité que tout à l'heure, hop, voilà, là il l'a mise. Au passage, ça m'est arrivé que le nom de la machine, genre iMac ici, ne fonctionnait pas, il suffit de mettre l'IP de la machine, 2 points, le numéro du port, et ça marche presque à tous les coups. Elles sont vertes parce qu'elles sont dispo. Ça fonctionne bien, elles sont reconnues, elles ont vu que c'est la bonne version. Si c'était pas la bonne version, comme je vous disais, la même version de Cinema 4D, ils vous le diraient à ce niveau-là. Donc ça veut dire que maintenant, à partir de là, c'est vraiment magique. Si maintenant je vais dans rendu ici,
et que je fais prise, que comme tout à l'heure, mais que je fais ici Team Render toutes les prises dans le visualiseur, et ben en fait maintenant il est en train de calculer, mais en profitant des deux ressources. Alors évidemment ça prend un petit moment au début, parce que comme j'ai pas mal d'images, de textures à transmettre à l'autre ordi, il va peut-être perdre en fonction du réseau, peut-être 1 minute, 2 minutes. Mais n'empêche que une fois ces quelques minutes passées, eh ben, il y a les deux ordis qui bossent en simultané, et vraiment on se gagne un temps énorme. Comment est-ce qu'il va faire le truc? Ils vont se répartir la tâche avec toutes les frames à faire. L'un prend genre la première moitié, l'autre prend la deuxième moitié, puis ils sont assez intelligents pour remplir les trous quand il y a besoin. Mais le défaut de la chose, c'est qu'il va falloir attendre que tout le calcul soit terminé pour pouvoir cliquer sur play et voir quelque chose. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser ça si c'est possible. Genre les post-profs, ils font rien pendant tout le week-end, ils font rien pendant, même des fois pendant les cours, hein, si les profs ne les utilisent pas. Donc ça peut être complètement utilisé à bon escient. Sauf erreur, je crois qu'on a droit par poste à 5 ordis qui bossent en parallèle, 5 machines Team Render, ce qui est quand même pas mal. Et puis il faut savoir aussi que grâce à Linux, en fait, sur PC on doit certainement pouvoir faire la même chose. On peut très bien dire au process qui tourne sur une machine distance de ne pas être prioritaire. Ça veut dire que si un collègue est d'accord de vous prêter sa machine, il peut être pas du tout gêné en fait par vos calculs, parce que quand lui a besoin des ressources, c'est lui qui est prioritaire, et quand simplement il fait rien parce que tout d'un coup il écoute quelque chose ou bien il était boire un café, c'est sa machine qui tourne vraiment à 100% directement, et la personne ne va même pas s'en apercevoir. En fait, c'est vraiment très très pratique. Voilà, les calculs sont terminés. Si on va jeter un coup d'œil sur le disque, on voit qu'on a effectivement 2 fois 250 images avec le bon nom, hein. Ici on a phosphos nuit, et puis ici phosphos éclairage. Donc il a réussi à mettre comme variable le nom de la prise, hein, que j'avais mis ici. De nouveau, ça peut paraître très compliqué d'avoir beaucoup de fichiers, mais en fait ça va pas être un problème dans After Effects. Là je vais prendre After Effects maintenant. On va importer ces séquences très facilement. Je double-clique ici. Et puis là, je suis dans le même dossier, hein. Et en fait, si je clique sur la première ou d'ailleurs n'importe quelle image de la série, il va repérer que c'est ce qu'on appelle une séquence TIFF, parce que là c'est en format TIFF, que c'est une séquence. Et du coup, si je laisse tout ça comme ça et que j'importe, ça apparaît ici, quelque part un peu comme si j'avais pris un point .mov, hein, finalement. J'ai évidemment pas 250 images là-dedans à mettre à la suite les unes des autres, ce serait vraiment insupportable. Par contre là, ça me permet de créer une composition et puis de retrouver ma séquence ici avec la séquence éclairée en entier. Et puis là, je vais faire pareil pour l'autre. Je vais tomber ici, je prends n'importe quelle image, il détecte que c'est une séquence. Au passage, comment est-ce qu'il détecte? Il détecte simplement grâce à la numérotation, hein. C'est vraiment le fait qu'il y ait des numéros ici qui fait qu'il arrive à se dire que c'est une séquence, quoi. Donc j'importe la deuxième, je la mets ici par-dessus, elles ont la même durée, donc ça ne va pas être un problème. Voilà, ici là je vois que ça fonctionne parfaitement bien comme ça. Au passage, si les calculs n'étaient pas tout à fait terminés, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut déjà commencer à bosser dans After. Admettons peut-être qu'il aurait calculé 80 images jusqu'à maintenant. En fait, on peut très bien faire déjà des réglages dans After et après faire bouton de droite ici et recharger le métrage au fur et à mesure que les calculs se font. Et puis au fur et à mesure, simplement la séquence va prendre de l'ampleur avec les frames qui se calculent. Ça, c'est un truc que j'utilise très souvent, qui est très pratique. Ok, maintenant, alors, qu'est-ce que ça permet d'être dans After? Alors vraiment plein de choses. La première, c'est que je pourrais très bien ici me dire que, je sais pas, cette couleur jaune par exemple du début, je pensais que ça fonctionnerait bien. Alors là, franchement, c'est un peu pour vous montrer, hein, mais admettons qu'on n'est pas très content de ça. Là, je vais prendre un effet balance des couleurs, et puis admettons que ce qu'on aimerait, c'est une couleur qui fasse un peu plus fluorescente, admettons bleu-vert comme ça. Une couleur qu'on a peut-être plus l'habitude conventionnellement de se dire que c'est une couleur fluorescente. Voilà. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est commencer par notre séquence de jour, hein, comme ça. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est mettre celle-ci de jour, comme ça ici. Là, je vais faire afficher le nom des cales, ce sera peut-être plus simple. Si je mets comme ça, voilà, là, je vois mieux l'éclairage et la nuit. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que, je sais pas moi, à peu près par ici, on a l'opacité qui baisse. Alors j'appuie sur T, ça c'est vraiment de l'After Effects traditionnel, hein. Je mets une clé à 100%, je vais me mettre pour l'instant un petit peu au bol. Ici je mets une clé à 0%, et puis là on a déjà une opacité qui fonctionne. Je fais un petit rendu pour voir. Hop, voilà, comme ça c'est pas mal.
Maintenant, ce que je pourrais améliorer peut-être, c'est simplement le fait que je trouve que quand on passe comme ça en vue de nuit, l'œil s'habitue trop vite, c'est un petit peu ça. Moi, ce que j'aimerais bien reproduire, c'est le fait que si on a vraiment une lumière plein pot comme ça, puis que tout d'un coup on éteint la lumière, eh ben, il y a un petit moment, on voit plus grand-chose. Peut-être qu'on verrait juste ça à peine et encore. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, simplement, on pourrait se dire que la, la partie ici qui correspond donc à la nuit, ben, je vais aussi lui mettre des clés d'opacité. Je vais commencer d'ailleurs à 0%. Et puis, on va se dire que petit à petit, l'œil s'habitue et on va voir à 100% comme ça. Donc, autrement dit, on va descendre ici. Et puis là, avoir beaucoup moins qu'avant, en fait, c'est tracé justement du cercle. Puis finalement, hop, voilà, jusqu'à ici, la lumière comme ça arrive, la lumière de la phosphorescence arrive. Même un peu plus long, on pourrait faire comme, à peu près comme ça, quoi, que l'œil vraiment s'habitue plus lentement finalement. Maintenant, il y a un petit souci, c'est que j'ai deux transparences. Si je mets le damier de transparence, en fait, ici, c'est une vraie transparence. Et comme tout à l'heure, vous verrez que je vais précomposer tout ça. Enfin bref, cette transparence-là, ça va vraiment être un problème. Je vais juste me mettre ici un solide, comme on a l'habitude de faire, un solide noir, voilà, du même format. Et je vais le mettre tout en dessous. Maintenant, si je reteste, je vois qu'il n'y a aucun damier. Hein, donc ça, du coup, ça fonctionne assez bien comme ça. On pourrait aussi se dire, mais vraiment là c'est juste pour que vous compreniez le truc, donc ça c'est la séquence du dessus, hein. On pourrait se dire de nouveau que la colorimétrie n'est pas tout à fait la bonne, on pourrait le mettre un petit peu plus bleu aussi, comme ça, admettons, hein. Voilà, et puis après, alors vraiment il y a toute la panoplie des effets qu'on peut rajouter dans After, que je ne veux pas forcément décrire ici, parce que c'est un autre chapitre, hein, After bien sûr. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est gérer l'aller-retour, en fait, qu'on ait vraiment cette séquence qui fasse comme ça des allers-retours. Donc pour ça, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler une image, l'image de début comme ça pendant 2-3 secondes, ensuite laisser l'animation circuler, et puis de nouveau geler l'image 2-3 secondes ici vers la fin, et puis boucler l'animation. Alors, je vais commencer par faire une précomposition avec tout ça. Hop, précomposition. Je vais l'appeler, voilà, séquence. Pas très original. En tout cas, ça, c'est la séquence entière, hein, qui fait juste l'aller simple. Maintenant, il me faut plus de durée. Donc, je vais retourner dans ma composition. Je vais, ici, on est à 8 secondes. Je vais me mettre 25 secondes, que j'ai assez de temps comme ça, voilà. Je vais l'ouvrir un petit peu. Avant de faire la partie inverse, ce que j'aimerais, c'est déjà geler cette image ici. Alors ce que je vais me faire, c'est me mettre vraiment pile au moment que j'ai envie de geler. Ici, par exemple, je sélectionne mon calque, c'est ma précompo, hein, mais qui a un calque maintenant. Calque, temps, à pas confondre avec effet temps, hein, ici, c'est calque, temps. Et du coup, ici, je vais faire geler l'image. Et puis, il m'active le remappage temporel, mais vraiment tout le temps bloqué à l'image 0. Donc ça veut dire que ici, en fait, on a notre séquence qui est bloquée. Ce qui est un peu bête, c'est que j'aurais dû penser avant à dupliquer ma séquence pour pouvoir l'avoir normale, si on veut, hein. Et là, du coup, il faut que je renlève ce remappage temporel, voilà, pour la séquence qui sera animée, hein. C'est vraiment pas très malin, j'aurais dû le faire avant. En tout cas, maintenant, ici, j'ai 2 secondes où l'image est gelée, puis maintenant, hop, voilà, ici, ça démarre. Okay, c'est là où ici, on n'avait pas notre solide noir dans notre composition, ici, hein, si je double-clique, voilà, celui-ci, ben là, qu'est-ce qui se passerait? On aurait de la transparence sur le noir, ce serait pas du tout bien. Ensuite, j'ai envie de bloquer ici. Alors, je fais majuscule pour snapper ici. Je vais dupliquer, alors cette fois-ci, je ne vais pas faire 2 fois la même bêtise, dupliquer ici mon calque. Et puis, cette séquence-là, je vais la friser aussi, la geler, tac, geler l'image. Et puis, je vais la faire dépasser aussi de 2 secondes à peu près. Est-ce que ça marche? Oui, tac, tac. Donc là, on a effectivement notre séquence qui fait l'aller-retour. Ça marche pas mal. Ok, et puis maintenant, qu'est-ce qui me manque? Ben, la séquence qui est ici, hein, la séquence de retour, que je vais encore dupliquer, que je vais me mettre ici. Admettons, on n'est pas obligé d'être super précis, il faut juste qu'il n'y ait pas de partie noire. Puis maintenant, ici, elle va à l'endroit, je la veux à l'envers dans le temps. Donc calque, temps, inverser le calque, ça fait que le calque sera lu à l'envers simplement. Et puis voilà, donc si je refais le tour, donc là, 2 secondes l'image gelée, hop, tac, 2 secondes l'image gelée, et tac, et ça revient en arrière pile sur la même frame.
Là, du coup, je n'ai pas besoin de toute cette zone ici. Je vais pour ça faire majuscule, me snapper ici avec le temps. Et puis, je vais ici mettre ma zone de travail en le snappant ici. Et je vais faire ici réduire à la composition, réduire la composition à la zone de travail. Tac, voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai vraiment ma composition qui dure exactement la bonne durée, qui fait pile l'aller-retour comme on a envie. Je fais un petit rendu pour voir comment ça donne. Voilà, là on voit qu'on a le temps que l'œil s'habitue. Après, bien sûr, ce qui manquerait, c'est de prendre du temps pour faire les réglages vraiment corrects, comme on les veut vraiment. Là, de nouveau, ça dépasse un petit peu le cadre du cours. Et ce qu'on pourrait faire aussi, ce qu'on aurait pu faire vraiment dès le début, hein, mais ça aurait pris plus de temps, c'est simplement depuis Cinema 4D, ajouter des personnages là-dedans, des personnages fixes. Ça, juste pour la petite histoire, si on va dans Cinema 4D, qu'on clique là-dessus, hein, sur l'icône, la bibliothèque online, donc c'est une bibliothèque qui se télécharge à mesure, hein, c'est pour ça que ça prend un petit moment. Et puis plus précisément, c'est pas que tout se télécharge, c'est que c'est seulement les modèles qu'on a envie qui se téléchargent au fur et à mesure. Donc si maintenant je prends, je cherche des humains en fait, donc je vais taper humain ici, voilà, et ici j'ai toute une ribambelle de personnages déjà prêts, déjà modélisés, hein. Il suffit que je les glisse sur la scène et puis ils se téléchargent justement à ce moment-là, ils arrivent sur place. Le problème peut-être c'est qu'ils vont pas forcément arriver au bon endroit. La scène c'est une scène un petit peu comme ça, donc le personnage va peut-être arriver au centre du monde qui est ailleurs, donc ça prend un petit moment pour pouvoir positionner les personnages aux bons endroits, mais ça peut tout à fait valoir la peine pour obtenir un effet plus intéressant pour cette séquence. Voilà, on arrive au terme de ce tutoriel. J'espère que vous aurez appris du coup comme ça à utiliser la projection de caméra qui nous a permis de faire une anamorphose, que vous en saurez plus en termes de matière fluorescente, d'illumination globale et de tous ces effets de rendu. Et je vous retrouve prochainement pour un autre tutoriel.